Ligne directe, au cœur de l'Europe. Une émission présentée par Nicolas Don. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour la première de cette toute nouvelle émission, Ligne directe donc, au cœur de l'Europe. Nos responsables sont-ils à la hauteur de la crise? Voilà le thème de cette première édition qui a pour invité justement l'un de ses responsables, Frédéric Petit, député de la 7e circonscription des Français établis hors de France. Cela concerne pas moins de 16 pays, le cœur de l'Europe que j'évoquais à l'instant. En France, depuis la fin du mois de mars, de nombreux sondages soulignent une baisse constante de confiance dans la parole politique. Je citerai juste deux chiffres. 63% des Français estiment qu'on leur cache des choses. Sondage OpinionWay. 70% d'entre eux pensent que l'État ne dit pas la vérité aux Français. Étude Odoxa. J'ajouterai à cela une déclaration du délégué général adjoint de La République En Marche, Paul Persson, publiée il y a 3 jours par le quotidien Le Monde. On constate un délitement de la parole politique, dit-il, réduite au même niveau que le Pékin moyen sur Facebook. Alors, Frédéric Petit, est-ce que vous partagez le sentiment de Paul Persson? Est-ce que ce soir, vous vous sentez comme un Pékin moyen sur Zoom? Non, je ne me sens pas comme un Pékin moyen et j'essaye justement que ma parole ne soit pas celle d'un Pékin moyen, mais celle de quelqu'un qui a été choisi pour essayer d'approfondir, pour essayer de rester en contact, pour essayer d'expliquer, et pas quelqu'un qui a été choisi pour essayer de cacher ou pour essayer d'être devant les autres, mais plutôt justement de garder ce lien. Je parlerai d'hyperventilation citoyenne, c'est-à-dire qu'on a besoin de multiplier les endroits où on discute, les endroits où on confronte, sans être obligé de gagner la discussion, sans être obligé de gagner la bagarre. Mais on va avoir besoin d'horizontalité. Et parce que je crois que pour ne pas passer à côté de ce dont on ne voit pas l'importance aujourd'hui, mais qui sera peut-être important dans un an, qui sera peut-être important dans un mois, peut-être important dans une semaine, c'est en discutant pour ne pas rater les signaux faibles. Là, j'essaie de faire mon job modestement, mais pas de manière moyenne. Et est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté et mieux encore entendu dans vos diverses consultations? À l'Assemblée nationale, c'est difficile de se faire entendre. Le 577, il y a des jeux de parti, etc. Mais je crois que quand je dis quelque chose, ma parole porte et ma parole est reconnue. Avec mes concitoyens, dans la circonscription, j'essaye plutôt d'écouter que d'être entendu. Moi-même, d'essayer de capter ces signaux faibles dont je parlais tout à l'heure. Bon, on va prendre une première question, Frédéric Petit. On va aller à Belgrade avec Eric Gasser. On vous écoute, Eric. Pour ce qui est de la Serbie, le gouvernement, à mon humble avis, fait ce qu'il faut, c'est-à-dire que on est allé à l'extrême, on est en état d'urgence. C'est respecté. Et suivi et contrôlé. Donc, ça fonctionne. Est-ce que vous avez le sentiment, Eric, que la Serbie, on voit que la Serbie n'est pas dans l'Union européenne? Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Tout simplement, ils ont mis en place l'état d'urgence. Donc, le Parlement ne fonctionne pas. Donc, tout est décidé, on peut presque dire par le président ou le gouvernement. Je m'inquiète plus, comme la Serbie n'est pas membre de l'Union européenne. Le gouvernement a fait des annonces économiques qui, à mon avis, sont très, très, très faibles. C'est-à-dire qu'ils vont prendre en charge le salaire minimum. Le salaire minimum en Serbie, c'est moins de 300 € pendant 3 mois. Je ne sais pas si les gouvernements seront à la hauteur quant aux questions économiques et tout l'aspect social qui va suivre. Alors, c'est une forme de question. Alors, que faire? Quelle est votre question précise pour Frédéric Petit? Sans aide de l'Europe, des amis européens, je ne vois pas d'issue. Et Frédéric Petit, est-ce que vous voyez l'Europe qui a du mal à s'entraider à l'intérieur de l'Union, faire un geste pour des pays comme la Serbie? Pour moi, c'est évident que l'Europe devra intégrer, s'il y a solution européenne, il y aura une solution européenne avec les Balkans. Sinon, la solution européenne ne sera pas la bonne. Moi, ce que je pense, c'est que la solution à cette crise doit être aussi l'occasion de rétablir un certain nombre d'équilibres. La Serbie, quelque part, ça concerne tous les Européens, qu'ils habitent à Kiel, qu'ils habitent à Varsovie ou qu'ils habitent en Grèce. Il faut que la communauté européenne considère un peu plus vite que ce qu'elle avait l'intention de faire que ces régions sont des régions éminemment européennes qui nous concernent tous. On va rester dans les Balkans avec Mathias Vasquez et un témoignage que je trouve vraiment intéressant à écouter parce que vous avez vécu une aventure singulière,
Mathias, avec un trajet hors norme entre l'Inde et Skopje, la capitale de la Macédoine. Donc, je suis moi-même président fondateur de l'association Amitié France-Macédoine, donc avec une base dans les Balkans en Skopje depuis plusieurs années. Et il se trouve que ces dernières semaines, j'étais en voyage en Inde, où je me suis retrouvé dans une bien piètre situation. C'est vrai que là, on a été vraiment pris au piège, puisque du jour au lendemain, les autorités indiennes ont décidé de fermer tous les commerces, tous les transports, et donc on s'est tous retrouvés coincés à l'endroit où on se trouvait. Donc, l'ambassade de France, en ce qui me concerne, a été très réactive. Elle a fait ce travail donc de fond pour mettre en place, sous une dizaine de jours, un vol de rapatriement vers la France. Mais ce que j'aimerais préciser, c'est vraiment le rôle, en tout cas peut-être un manque de transparence peut-être de l'ambassade qui n'a pas pu partager les informations sur les Français coincés sur place, sur le processus bien sûr du rapatriement. Certains touristes qui bénévolement se sont proposés spontanément au consulat pour mettre en place des groupes de Français sur WhatsApp pour faire remonter les données de ces Français qui étaient sur place, tandis que l'ambassade effectivement avait un petit peu ce manque de transparence. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur Nicolas Don, la crise de confiance envers le politique et les autorités. Je pense que c'est un exemple concret. C'est vrai que ces équipes d'agents consulaires ont pu compter sur les Français bénévoles qui ont fait ce travail de fond et qui ont permis de remettre à jour, de faire remonter les sources de données sur ces Français coincés rapidement et de façon efficace. Les autres ambassades européennes, consulats, nous informaient qu'ils n'étaient effectivement pas prioritaires sur leur vol, mais qu'il avait quand même une réponse européenne in fine. Donc, par exemple, l'ambassade d'Allemagne m'a contacté via le consulat portugais pour un autre vol qui a été organisé vers l'Allemagne. Donc, il y a aussi cette réponse européenne qui a été présente d'une certaine façon. Et finalement, pour faire un point sur la situation en Macédoine, on en est à 663 cas, donc c'est relativement peu, mais des mesures drastiques sont mises en place. Il y a un couvre-feu selon les tranches d'âge, il y a un couvre-feu qui est étendu. Donc, pour moi, ma question, monsieur le député, effectivement, par rapport à ce que je peux vous exposer, c'est que peut-on faire pour améliorer la transparence et la communication envers les Français de l'étranger vis-à-vis des autorités consulaires? Sur la transparence et l'information des Français à l'étranger, c'est un sujet, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'essaie de multiplier les outils comme celui que nous inaugurons ce soir. Et je crois que cette notion d'information et de transparence de ce que nous faisons est importante. J'étais quand même attentif. C'est la première fois que tous les parlementaires des Français représentant les Français à l'étranger sont associés indifféremment de leur parti, etc., sénateurs, députés. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui va demander un renforcement. Merci à vous. Mathias, c'est vrai qu'on en a en Allemagne avec Jean-Marie Desnaud qui est en Bavière. Et une question pour vous, Jean-Marie, est-ce que vous partagez ce sentiment en général selon lequel l'Allemagne s'en sort un peu mieux que le reste des pays européens? Alors, je pense d'abord être privilégié parce que dans cette aventure de confinement, je suis retraité, donc je fais partie de ces gens qui n'ont pas le souci du revenu matériel qui disparaît peut-être à la fin du mois lorsqu'on travaille dans des métiers qui se trouvent maintenant pratiquement déconnectés du reste. Privilégié aussi parce que vivant en Allemagne dans une ville de province, je suis certes dans un confinement qui est pratiquement très semblable à celui de la France, mais dans une atmosphère tout à fait différente de ce confinement. Je n'ai pas besoin de papier signé quand je sors. Je pense que lorsque on compte sur la maturité d'une société, on peut aussi la rendre responsable. Et ça aide peut-être à éviter des climats de contrôle, tout en ayant une certaine efficacité. C'est-à-dire que là, il faut avoir une certaine confiance en les appareils, je dirais, les organisations, etc., qui s'en occupent normalement. Je dirais, je me sens troublé parce que je ne peux pas m'organiser comme je le veux, nerveux, parce que je ne sais pas vraiment définir quel est le problème de demain. Merci de votre témoignage. C'est une question directe pour Frédéric Petit, du coup. Où en est l'Europe des pairs, selon l'expression que vous affectionnez.
En ce moment même, les ministres des Finances de l'Union européenne sont réunis pour trouver des moyens nouveaux de solidarité. Des efforts considérables ont été faits, mais la fameuse mutualisation des dettes, nous n'y sommes pas encore, toujours avec cette grande opposition entre le Nord et le Sud. Comment est-ce que l'Europe travaille au quotidien pour nous sortir de là, dirons-nous? J'ai beaucoup apprécié, par exemple, les déclarations récentes de la présidente de la Commission sur, c'est plus qu'une invitation maintenant, mais à ne pas faire les mêmes erreurs pour les sorties de crise que ce qu'on a fait pour les entrées de crise. C'est-à-dire, elle a appelé, et là, elle le fait en temps utile, à ce que les déconfinements soient coordonnés en Europe. Mon travail en tant qu'élu de cette circonscription, c'est de faire de l'interparlementaire. C'est-à-dire que je suis en contact. En particulier, je suis membre de l'Assemblée franco-allemande. Il y a eu une réunion de bureau, on sent qu'il y a des déclarations, on sent qu'il y a à la fois des grands enjeux qui sont portés et qui commencent à faire bouger peut-être un peu les lignes. Je contacte beaucoup, je téléphone, j'essaie d'organiser des réunions de groupes parlementaires sur des pays. Je crois que cette notion de parlementaires locaux en contact les uns avec les autres, c'est fondamental parce qu'en fait, même si c'est le thème de l'émission, même si beaucoup l'ont oublié, nous représentons nos nations. C'est pas des rapports entre gouvernements tendus ou pas tendus, c'est des peuples à peuples, c'est de nation à nation. Et ça, c'est effectivement ce que j'appelle l'Europe des pairs, P-A-I-R, et j'y suis extrêmement attaché. Je pense qu'on va vers des solidarités nouvelles. Il y a eu des gestes officiels, des gestes de responsables politiques qui ont ouvert des hôpitaux, qui sont venus, qui ont imposé un certain nombre de solidarités, qui ont réouvert des choses et qui ont imposé une espèce de responsabilité politique citoyenne immédiate. Et ça, c'est important, ça, c'est fondamental. C'est plus la citoyenneté qui va nous permettre d'en sortir qu'un fonctionnement démocratique, y compris du côté de l'Europe. La Roumanie maintenant, au Bucarest, une question de Jean-Christophe Masmalet. La question est à la sortie de la crise, c'est-à-dire quand on va faire le déconfinement de la population. Mais ceci dit, combien cela va générer de morts, la crise économique qui est à venir? Et là, les responsabilités vont être énormes. C'est-à-dire que moi-même, en tant que responsable de la République En Marche, du MODEM sur la Roumanie, qui suis impliqué, je peux me poser la question, je dois poser la question. Est-ce que le confinement que l'on est en train de réaliser au jour d'aujourd'hui est quelque chose qui va amener à un mieux après? Certainement pas. Je crois qu'on va avoir des sorties de crise, et là, je pense à deux choses, et je vais répondre de manière très solennelle à la question qui m'est posée là, parce que c'est vraiment des choses qui me travaillent. Il y a une question d'économie. C'est-à-dire que c'est évident que la crise qui arrive ici pose une question de solidarité économique très claire, très simple et évidente. C'est évident qu'il va falloir qu'il y ait des a priori de relance coordonnée et extrêmement précise. Pourquoi? Parce que, et ça c'est un autre de mes grands soucis aujourd'hui dans la société française, mais dans toutes les sociétés du monde, c'est le retour de la violence depuis 2 décennies. C'est-à-dire qu'on arrive, quand on dit déliquescence du politique, ce qui me terrifie, moi, c'est la déliquescence de la capacité à ne pas être d'accord sans s'entretuer. On parle d'être capable, à 64 millions ou à 500 millions en Europe ou à 10 milliards dans le monde, d'être capable d'aller vers des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, et d'accepter que il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, d'accepter qu'il y en a qui ont des intérêts différents et qu'on peut essayer d'avancer ensemble sans que ce soit le plus fort qui gagne. Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose, Jean-Christophe? Pour compléter, en fait, il faut voir qu'on va parler uniquement de l'Europe. L'Europe est à plusieurs vitesses. Et malheureusement, une sortie de confinement en France, en Italie, peut-être plus difficile, mais en Allemagne ou en Espagne, ça risque d'être compliqué, mais ça risque de se gérer tranquillement. Dans les pays de l'Est, ça sera beaucoup plus difficile avec des économies qui sont déjà très faibles. Et là, on peut s'attendre à avoir de gros problèmes. Merci Jean-Christophe. Voilà. Direction Prague maintenant pour un dernier témoignage, celui d'un grand voyageur, Childéric Müller, qui a
traversé carrément l'Europe. Le sud de la France jusqu'à Prague en voiture, c'était très récemment et c'était très mouvementé, Childéric. Il y a des choses qui m'ont marqué, qui m'ont surprise. C'est vrai qu'en France, il n'y avait personne sur l'autoroute à part les camionneurs qui nous permettent de survivre à travers l'Europe en transportant la nourriture, mais qui n'avaient plus d'infrastructure. En Allemagne, j'étais très surpris parce que à 2h, 3h du matin, on voyait encore des Porsche et des BM passer à 250 et 300 km/h à toute blinde sur l'autoroute, et puis un trafic incroyable en pleine nuit. Et en revanche, en arrivant à Prague, j'avais un sentiment de liberté totale. Les gens se promènent et on sent une certaine joie de vivre presque plus importante que chez nous. C'est un peu ça, moi, qui m'interpelle. C'est la façon dont dans chaque pays, on est râleur, moins râleur, plus râleur. Et étant beaucoup sur les réseaux sociaux français, ça rejoint ce que tu disais au début, Nicolas, sur cette question de confiance dans la parole officielle. Je trouve que sur les réseaux sociaux français, c'est assez terrible. C'est-à-dire que les thèmes complotistes, évidemment, sont encore plus en développement qu'avant. La mise en cause de la parole politique est absolument terrible. Comment est-ce que Frédéric le ressent, lui ? Ça va être la dernière question de l'émission. Frédéric Petit. Sur les fake news, sur les réseaux sociaux, je suis peut-être, je vais prendre un contre-pied, Childéric. Moi, je ne reproche à personne de mettre une fake news quelque part. Je me reprocherais de la croire ou je me reprocherais de ne pas la mettre en doute. Je crois que ce qui est inquiétant en France aujourd'hui, c'est plutôt ça, c'est plutôt l'absence et l'espèce d'apathie, de déresponsabilisation de celui qui a dit une bêtise un jour et puis on s'en souvient plus jamais après. C'est plutôt ça qui me choque. Franchement, je pense qu'on a besoin de ne pas être d'accord. Encore une fois, c'est ce que j'appelais l'hyperventilation citoyenne. On va avoir besoin de ces divergences d'avis, de les mettre en confrontation. Mais il faut les mettre en confrontation avec une appropriation personnelle. Il faut se mettre en critique. Voilà, c'est cette espèce de notion critique. C'est pour ça que l'enseignement français à l'étranger, c'est si important. C'est parce que nous, on enseigne l'enseignement critique. On enseigne l'attitude critique. C'est là-dessus qu'on va finir. Fin de cette émission. Donc, merci à vous, Frédéric Petit, d'avoir essuyé les plâtres de cette première. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Je vous attends la semaine prochaine pour un autre thème, un autre débat, d'autres témoignages, même endroit, même heure. Très bonne soirée à vous tous. Ligne directe, au cœur de l'Europe. Une émission présentée par Nicolas Don.